Ma belle-fille et mon fils m'ont rayé de leur existence comme si je n'avais jamais fait partie de ce monde. Des années complètes, sans le moindre appel, sans la moindre justification. Mais le soir où mon nom est apparu dans un magazine prestigieux, elle a immédiatement écrit « Dîner en famille ce soir, nous devons discuter ». Alors je m'y suis rendue, et le mutisme qui s'est abattu sur la tablée a tout révélé. 4 années, 1460 jours d'absence totale. Et maintenant j'étais là, installée face à eux devant cette table en chêne massif qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir avec un salaire honnête. Céline me versait du Bordeaux dans un verre en cristal qui valait probablement plus cher que mes chaussures. Elle souriait. Ce sourire que je connaissais trop bien, lèvres relevées, yeux calculateurs. Antoine, mon fils, mon unique enfant, fuyait mon regard comme si j'étais un spectre embarrassant matérialisé dans sa salle à manger du 16e arrondissement. Les petits étaient présents. Manon, 12 ans maintenant. La dernière fois que je l'avais vue, elle en avait 8 et me serrait contre elle avec cette force pure que seuls possèdent les enfants qui aiment sans condition. Théo, 9 ans, caché derrière son assiette de pâtes coûteuses, m'observant avec des yeux perdus. Il ne me reconnaissait pas, ou pire, il se souvenait de moi, comme la grand-mère qui ne venait jamais les voir. Le lustre au-dessus de nous projetait une lumière dorée sur des nappes blanches, immaculées. Tout était parfait, trop parfait, comme un décor monté pour une pièce de théâtre où j'étais l'invité d'honneur ou la dupe de service. « Marguerite, quel plaisir de te revoir également !» lança Céline avec cette voix mielleuse qu'elle employait toujours avant de demander quelque chose. Ses ongles manucurés effleurèrent ma main. J'eus la nausée. Nous avons lu l'article dans Femme d'affaires. Incroyable. Nous n'aurions jamais imaginé qu'une vieille abandonnée puisse se relever, que quelqu'un qu'on avait jeté comme un dossier à la corbeille ait l'audace de réussir. Antoine prit finalement la parole. « Maman, nous sommes très fiers. » Sa voix sonnait creuse, comme ces félicitations automatiques qu'on distribue par obligation. Fière. 4 années sans un seul coup de fil et maintenant fière. Je bus le vin. Il était excellent. Un château Margaux que j'ai cherché ensuite. 350 € la bouteille, curieux comme l'argent change le goût des choses. Ou peut-être ne change-t-il que les personnes assises à ta table. Alors, maman, Céline se pencha vers moi, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Cette galerie à Saint-Paul-de-Vence, l'article mentionnait que tu envisageais de la vendre. 900 000 €. Mon Dieu, c'est une fortune. Voilà la véritable raison de ce dîner parfaitement orchestré. Ce n'était ni l'amour, ni le regret. C'était une simple arithmétique. Une vieille avec de l'argent est une vieille utile. C'est une possibilité, répondis-je, en pesant chaque mot comme un poison que je pourrais leur recracher. Manon me regardait, intriguée. Maman, c'est la grand-mère qui n'a jamais voulu nous voir. Le couteau à viande que je tenais faillit m'échapper. Céline s'empressa d'intervenir. « Manon, ma chérie, les choses sont compliquées entre adultes. » Mais je l'interrompis. Pour la première fois dans cette soirée de mensonges vernis, ma voix résonna ferme. « Non, Manon, j'ai voulu vous voir. Chaque jour pendant 4 ans, j'ai voulu vous voir. » Le silence qui s'abattit alors était différent, dense, dangereux. Parce qu'il savait que je savais. Et je savais qu'il savait que je savais. Ce jeu de miroir où la vérité se reflète à l'infini jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de briser la glace. Céline se ressaisit rapidement. Bon, le passé est le passé. L'important c'est que nous soyons réunis maintenant. Et justement, nous voulions te parler de quelque chose d'important, Marguerite. À ton âge, gérer autant d'argent doit être épuisant. À mon âge. 71 ans d'expérience, de souffrance, d'apprentissage. Et cette femme de 37 ans me parlait comme si j'étais une vieillarde sénile, incapable de compter des billets. Je la laissais poursuivre. Je la laissais tisser sa toile de jolies paroles et de fausses inquiétudes. Car j'avais appris quelque chose durant ces 4 années de solitude imposée. Le silence est l'arme la plus puissante quand tu sais exactement quoi dire et que tu attends le moment parfait pour tout faire exploser. Antoine acquiesçait à chaque mot de son épouse. Mon fils, l'enfant que j'avais élevé seul après la mort de son père, l'homme qui me regardait désormais comme un moyen pour parvenir à ses fins. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer pendant qu'ils me servaient ce vin hors de prix et souriaient de leur sourire de requin,
c'est que j'avais moi aussi préparé ce dîner. Simplement, mon menu incluait un plat qu'il ne s'attendait absolument pas à goûter. Et la première bouchée était sur le point d'être servie. Avant de continuer, si cette histoire te captive, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer comment se termine cette confession qui changera tout ce que tu croyais savoir sur l'amour familial. Mais pour comprendre pourquoi ce silence autour de la table m'a tant blessé, je dois t'emmener avec moi au jour précis où ma vie s'est brisée en deux. Le 17 mars, il y a 4 ans. Un jeudi ordinaire qui est devenu le jour où j'ai cessé d'exister pour ma propre famille. Il était tard, presque 21 heures. J'étais chez moi, dans cette maison de 2 étages à Montmartre que Pierre et moi avions achetée en 1982, quand tout le quartier embaumait les marronniers et que les prix étaient encore raisonnables. Les murs gardaient 40 ans de souvenirs. Les marques de croissance d'Antoine sur le chambranle de la cuisine. La tache de café que je n'avais jamais pu enlever du canapé après ce Noël 97. Antoine est arrivé avec Céline. Ils revenèrent de Provence, d'un terrain qu'ils étaient allés voir. Ces 2 hectares que Pierre avait hérités de son père. Des terres avec vue sur les champs de lavande qui valaient désormais 600 000 € selon les promoteurs immobiliers qui rôdèrent dans le coin comme des vautours bien élevés. « Maman, nous devons parler », dit Antoine. Son ton était déjà différent, distant, comme s'il avait répété ces mots devant un miroir. Céline s'installa dans mon salon avec cette posture de reine qu'elle avait toujours eue. Pantalon blanc de créateur, sac à main que je reconnus, Hermès. 2 500 € minimum. Je me demandais comment il pouvait se l'offrir avec le salaire de bureau d'Antoine. « Marguerite », commença-t-elle sans attendre que mon fils parle. « Nous devons vendre le terrain en Provence. C'est une opportunité incroyable. Les promoteurs offrent 620 000 €. J'acquiesçai lentement. C'est une belle offre, mais ce terrain a une histoire familiale. Le grand-père d'Antoine l'a acheté à la sueur de... Exactement, m'interrompit Céline. De l'histoire, du passé. Nous vivons dans le présent. Et dans le présent, nous avons 2 enfants, une maison avec un crédit, et des opportunités que nous ne pouvons pas laisser passer à cause de sentimentalisme. Sentimentalisme. Ce mot me frappa comme une gifle. « Qu'en penses-tu, Antoine » demandai-je directement à mon fils. Il se tortilla, mal à l'aise. « Maman, Céline a raison, c'est beaucoup d'argent. Nous pourrions acheter un appartement dans le 16e, investir dans l'entreprise de son frère, assurer l'éducation des enfants. » Quelque chose se serra dans ma poitrine. L'entreprise de son frère. De quoi parles-tu ? Céline sourit, ce sourire. Mon frère Sébastien a une société d'import-export. Avec un investissement de 200 000 €, nous pourrions devenir associés. Les bénéfices seraient... Non, dis-je simplement. L'atmosphère changea. Pardon ? Céline cessa de sourire. J'ai dit non. Ce terrain est l'héritage de ton père, Antoine. C'est la seule chose tangible qui reste de lui en dehors de cette maison. Si vous voulez le vendre, c'est votre décision en tant qu'héritier. Mais je ne vais pas bénir le fait que vous le jetiez dans une affaire de quelqu'un que je connais à peine. Céline se leva. Tu vois, je t'avais dit qu'elle s'en mêlerait. Elle s'en mêle toujours. Elle veut toujours nous contrôler, nous manipuler avec le souvenir de ton père mort. Les larmes me brûlèrent les yeux. Comment oses-tu ? Maman. Antoine éleva finalement la voix. Céline a raison. Tu as toujours voulu nous contrôler. Depuis notre mariage, tu donnes ton avis sur tout. Où habiter, comment élever les enfants, comment dépenser. Nous en avons assez. Je restais muette. Mon fils, mon sang, me dire cela. Nous avons besoin d'espace, poursuivit-il, et ces mots sonnaient, appris, comme un texte récité. De temps pour construire notre couple sans ton influence. Influence, je suis ta mère. Je vous ai aidé quand Manon est née, et que vous n'aviez même pas de quoi acheter des couches. J'ai gardé les enfants chaque fois que... Et tu nous le rappelles toujours, coupa Céline, acerbe. Chaque service vient avec un prix émotionnel. Nous sommes perpétuellement tes débiteurs. La pièce tournait. Si c'est ce que vous ressentez, si vous pensez que je suis un fardeau, un obstacle, ce n'est pas ça, maman. Antoine s'approcha, mais sans me toucher. Nous avons juste besoin de distance, un temps. Combien de temps ? Silence. Combien de temps, Antoine ? Le temps qu'il faudra. Et voilà, comme on résilie un abonnement à un magazine, comme on bloque un numéro de téléphone indésirable.
Ils partirent. Je les entendis discuter dans la voiture avant de démarrer. Céline parlait vite. Antoine hochait la tête. Ce fut la dernière fois que je vis mon fils pendant 4 ans. J'essayais d'appeler le lendemain. Bloqué. J'envoyais des messages. Une seule coche grise, jamais délivrée. J'allais chez eux dans le 12e arrondissement. Ils n'ouvrirent pas, bien que j'ai vu les rideaux bouger. Mes petits-enfants, Manon, Théo, volatilisaient comme si je n'avais jamais été leur grand-mère. Comme si toutes ces après-midi à leur lire des histoires, à leur apprendre à faire des crêpes, à leur chanter des berceuses, avaient été effacées d'un simple clic. Les anniversaires passèrent, les Noëls, les fêtes des mères. Moi, seule dans cette grande maison de Montmartre, préparant du café que personne ne buvait, mettant la table pour des fantômes, la dépression arriva comme un brouillard épais. Il y eut des jours où je ne sortais pas du lit. Des nuits où je composais le numéro d'Antoine, juste pour entendre la tonalité occupée et me rappeler qu'il existait quelque part, respirant le même air, mais choisissant de ne pas le partager avec moi. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'auraient jamais imaginé, c'est que Pierre m'avait laissé autre chose que des souvenirs et une maison à Montmartre. Il m'avait laissé un atout caché, un endroit oublié à Saint-Paul-de-Vence que même Antoine ne connaissait pas. Et cet endroit allait devenir ma résurrection. Et leur plus grande erreur de calcul. Il y a des secrets qui pèsent comme des pierres dans l'estomac. Et j'en gardais un que mon propre fils ne connaissait pas. Quand Pierre est mort il y a 6 ans, le cancer l'a emporté en 3 mois brutaux. Ce fut si rapide que nous avons à peine eu le temps de pleurer avant de commencer à compter les héritages. Le notaire, maître Benoît Duval, nous réunit dans son étude du centre-ville. Antoine, Céline et moi. Les propriétés étaient claires. La maison de Montmartre à mon nom, évaluée à 350 000 €. Le terrain en Provence au nom d'Antoine, héritage direct de son grand-père paternel. Quelques économies que nous avons partagées. Tout propre, tout légal. Mais maître Duval me demanda de rester 5 minutes après leur départ. « Marguerite, il y a autre chose, » dit-il en fermant la porte. Il sortit un vieux dossier marron, de ceux qui sentent le papier ancien. Pierre me l'a confié il y a des années. Il a dit que vous seul deviez le savoir. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété à mon nom, uniquement à mon nom, d'un local commercial dans le centre historique de Saint-Paul-de-Vence, rue Grande numéro 47. Acheté en 1987, quand Saint-Paul était encore ce village médiéval endormi, avant que les touristes et les artistes ne le découvrent, avant que les prix ne s'envolent. C'était l'atelier d'ébénisterie de son père, expliqua Duval. Pierre en a hérité mais ne l'a jamais utilisé. Il était loué à un ferronnier pour presque rien, 25 € par mois. Quand le ferronnier est décédé en 2015, il est resté vide. Pierre m'a dit « Si quelque chose m'arrive, ceci appartient uniquement à Marguerite. Qu'elle décide quoi en faire. C'est sa liberté. » Liberté. Ce mot me parut étrange alors, assise dans ce bureau qui sentait le café froid et les documents juridiques. « Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Antoine ?» demandai-je. Le notaire me regarda avec ses yeux qui ont vu trop de familles se déchirer pour de l'argent. Parce que Pierre connaissait sa belle-fille et connaissait son fils. Il a dit textuellement « Antoine est un brave garçon, mais faible de caractère. Céline le manipule comme une marionnette. S'ils apprennent l'existence de cet endroit, ils le vendront pour une bêtise et Marguerite se retrouvera sans rien à elle. » Il m'a fait jurer le silence jusqu'après sa mort. Je gardais ce secret comme de l'or. J'allais une fois sur place. Un bâtiment provençal décrépit, porte en bois rongée par les termites, fenêtres cassées. À l'intérieur, poussière, outils rouillés, pigeons nichant dans les poutres. Un désastre magnifique de 4 mètres de façade sur 20 de profondeur, avec un plafond de poutres apparentes datant du XVIIIe siècle. Je n'y vis pas de valeur alors. Je ne vis que du travail, des problèmes, des dépenses. Alors, je le laissais là, fermé avec un cadenas neuf, attendant sans savoir quoi, jusqu'à ce qu'ils m'effacent de leur vie. Les premiers mois après l'abandon furent sombres. Je t'ai déjà parlé de la dépression. Mais il y eut un moment, une aube de juillet particulièrement cruelle, où je me suis réveillée en pleurs d'un rêve dans lequel Manon me demandait pourquoi je l'avais abandonnée. Je me suis levée tremblante, j'ai fait du café,
Je me suis assise dans la cuisine à regarder l'aube filtrer à travers les fenêtres sales que je n'avais plus envie de nettoyer. Et j'ai pensé, puis-je rester ici, mourant lentement dans cette maison pleine de fantômes, attendant qu'un jour mon fils se souvienne qu'il a une mère? Ou puis-je faire quelque chose du cadeau que Pierre m'a fait sans que je le comprenne alors? Puis-je construire ma propre vie? J'appelais Maître Duval à 8 heures du matin. Je veux faire quelque chose du local de Saint-Paul. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose. Il me mit en contact avec une jeune architecte, Élise Moreau. 32 ans, un tatouage de papillon sur l'épaule, des idées folles et une énergie que j'avais oubliée qui existait. Élise alla voir l'endroit et revint les yeux brillants. « Marguerite, c'est un trésor. Emplacement parfait, structure provençale authentique. Saint-Paul explose avec le tourisme culturel. On peut faire quelque chose d'incroyable. » Je n'ai pas beaucoup d'argent, la prévinge. Nous avons la créativité, ça vaut plus. J'investis toutes mes économies. 30 000 €. Tout ce que j'avais mis de côté pendant des années de cours de broderie, de vente de gâteaux à Noël, de restrictions sur les dépenses. Élise conçut les Racines provençales, galeries et boutiques d'art français contemporain. Nous avons restauré les poutres d'origine, peint les murs en blanc pur pour que les œuvres ressortent, contacté des artistes locaux, céramistes de Valoris, tisserands de laine des Cévennes, jeunes peintres sans espace pour exposer. J'appris tout en partant de zéro. À 68 ans, je suivis des cours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Élise m'enseignait avec patience. « Regarde, ici tu mets la photo, là tu ajoutes les hashtags. » Je me moquais de moi-même, trébuchant sur la technologie, mais j'apprenais. J'appris l'anglais de base, pour les touristes américains et britanniques. « Good morning, this piece is from Provence, handmade. » Les mots sortaient maladroits, mais ils sortaient. Je travaillais 12 heures par jour. À 70 ans, nettoyant, rangeant, vendant, souriant, alors qu'au fond de moi, je saignais encore pour mes petits-enfants perdus. Mais quelque chose se produisit, lentement, comme une plante qui pousse sans qu'on le remarque jusqu'au jour où elle fleurit. Le premier mois, nous avons vendu pour 600 €. Le deuxième, 1800. Au 6e mois, un couple de Londres acheta 3 pièces pour 11 000 €. Les artistes commencèrent à me chercher. Les magazines locaux nous rendirent visite. Un blog de voyage nous mentionna, puis un autre. Et les Racines provençales grandit comme ce secret que Pierre m'avait laissé. Doucement, sans bruit, mais solidement. 3 ans plus tard, la galerie générait 220 000 € annuels. J'avais 4 employés, des expositions permanentes de 30 artistes, des contrats avec des hôtels de charme qui achetaient de la décoration. Et moi, Marguerite Villeneuve, la vieille abandonnée qui pleurait en pyjama sale, j'étais devenue une entrepreneuse culturelle. Mais mon fils ne savait rien de tout cela. Personne de mon ancienne vie ne savait. Et cette ignorance de leur part allait devenir ma plus douce revanche. La solitude a un son propre. C'est l'horloge murale qui égrène les secondes dans une maison vide. C'est ta propre respiration trop forte dans l'obscurité. C'est le téléphone qui ne sonne jamais. Les 6 premiers mois après qu'ils m'eurent effacé furent un enfer silencieux que je ne souhaite à personne. J'ai fêté mes 68 ans seule. J'ai acheté un petit gâteau individuel à la boulangerie du coin. La patronne, Madame Berthe, m'a demandé « Votre famille ne vient pas, Madame Marguerite ?» J'ai souri de ce sourire qui fait mal aux muscles. Ils sont occupés. Elle a compris. Il y a des silences qui crient des vérités. Noël est arrivé. J'ai installé la crèche parce que l'habitude pesait plus que la tristesse. Joseph, Marie et l'enfant Jésus me regardèrent depuis l'étagère. Dînant seul de restes achetés au traiteur, écoutant les pétards des familles complètes qui célébraient, j'ai pensé « Voilà ce que ça fait de mourir vivante. » La fête des mères fut pire. Ce jour-là, toute la ville est un rappel de ce que tu as perdu. Des fleurs à chaque coin de rue, des restaurants pleins de familles. Moi, enfermée devant de vieilles séries télévisées, mangeant du pain rassis. Mais Saint-Paul m'a sauvée. Élise est devenue plus qu'une associée. Elle était la fille que je n'avais jamais eue. Elle m'obligeait à manger quand j'oubliais. Elle me sortait du gouffre quand la tristesse me tirait vers le fond. Marguerite, aujourd'hui on va voir des textiles dans les Alpilles.
disait-elle. Je n'accepte pas de non. Les voyages dans les communautés artisanales m'ont reconnecté avec quelque chose que j'avais oublié. La France est immense et belle au-delà de la douleur d'une famille brisée. À Aubagne, j'ai rencontré Madame Germaine, céramiste de 83 ans, aux mains tordues par l'arthrite, mais capable de créer des poteries qui semblaient respirer. Elle m'a montré son petit atelier, plein de terre et de tradition. Mes enfants sont partis au Canada, m'a-t-elle dit en pétrissant l'argile. 30 ans sans les voir, mais j'ai ceci. Elle désigna ses créations. J'ai mon art. Tant que je crée, j'existe. J'ai pleuré là, dans cet atelier poussiéreux. Elle m'a serré dans ses bras de terre. La douleur, c'est de l'argile, madame. Tu la façonnes ou elle t'enterre. À toi de choisir. J'ai choisi de la façonner. Je me suis inscrite à des ateliers d'histoire de l'art au Centre culturel de Saint-Paul. Moi, qui n'avais que mon certificat d'études, assise parmi des jeunes universitaires, apprenant sur les impressionnistes, les fauves, sur la façon dont l'art raconte des histoires que les mots ne peuvent pas dire. J'ai pris des cours d'anglais dans un groupe pour seniors. Nous étions 8 dames et un monsieur de 75 ans apprenant le présent parfait. I have learned. Oui, j'avais appris. J'apprenais. Qu'il n'est jamais trop tard tant qu'on ne renonce pas. Les réseaux sociaux furent que mon champ de bataille personnel. Élise m'a ouvert un compte Instagram pour la galerie, Les Racines Provençales. Maintenant, tu postes des photos des pièces, expliquait-elle. Là, comme ça. Ah non, ça a bougé, c'est flou. Mais j'ai persévéré. Photo après photo, apprenant les filtres, les hashtags, les stories. Les premiers abonnés furent des amis d'Élise, puis des touristes qui visitaient. Puis, des collectionneurs de Londres, New York, Genève, qui découvraient des pièces françaises uniques. Un jour, 8 mois après l'ouverture, une influenceuse voyage avec 200 000 abonnés visita Saint-Paul. Elle est entrée dans la galerie et tombée amoureuse de sculptures en bois d'olivier créées par Maître Fernand. Elle a publié story après story montrant les pièces. « This place is magic », écrivit-elle. Le lendemain, nous avions une file de touristes devant la porte. J'ai embauché Sophie, étudiante en art de l'université d'Aix. Puis Julien, jeune artiste qui avait besoin de travail. Puis Françoise, comptable, qui a mis de l'ordre dans mes finances chaotiques. La galerie a grandi comme du lierre. Première année, 55 000 € de vente. Deuxième année, 110 000. Troisième année, 220 000. Les artistes me cherchaient. « Madame Marguerite, j'ai créé cette nouvelle série. Ça vous intéresse ?» Et moi qui distinguais à peine l'aquarelle de l'huile 3 ans plus tôt, je pouvais maintenant voir d'un œil exercé ce qui fonctionnerait. J'ai noué des contacts. Des hôtels de charme voulaient des pièces exclusives pour leur décoration. Des restaurants étoilés achetèrent de la vaisselle artisanale. Des galeries à Lyon et Paris voulaient des partenariats. À un moment donné, j'ai cessé de pleurer chaque nuit. J'ai cessé de regarder mon téléphone en espérant des messages qui n'arriveraient jamais. J'ai cessé d'imaginer des conversations avec des petits-enfants que je ne connaîtrais plus. Ce ne fut pas une guérison complète. La douleur ne disparaît jamais. Elle apprend simplement à vivre avec toi sans t'étouffer. J'ai fêté mes 70 ans. Élise a organisé une fête surprise à la galerie. 30 personnes, des artistes devenus amis, des touristes qui revenaient chaque année. Des voisins du quartier qui me connaissaient maintenant. J'ai soufflé les bougies sur un gâteau aux amandes maison de Madame Colette, la boulangère locale. Tous ont chanté « Joyeux anniversaire » et je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a secoué. J'avais construit une nouvelle famille, pas de sang, mais de choix. Pourtant, une part de moi, petite et obstinée, gardait encore cette douleur originelle. Mes vrais petits-enfants. Antoine, la famille qui m'avait rejeté. Parfois, je regardais de vieilles photos. Manon à 5 ans avec sa robe de princesse. Théo bébé endormi dans mes bras. Antoine, enfant, quand il me regardait encore comme si j'étais sa super-héroïne. Que leur avait-on dit? Pensait-il que je ne les aimais pas? Quelle histoire Céline avait-elle inventée pour justifier mon absence? Ces questions me poursuivaient dans les nuits d'insomnie. Mais je continuais à travailler, parce que le travail faisait taire les questions. Le travail me donnait un but. Le travail me prouvait que Marguerite Villeneuve n'était pas restée à attendre comme un chien abandonné le retour de son maître. Et puis, 4 ans après ce mars maudit, mon nom est apparu dans un magazine national.
Et tout a changé à nouveau. Novembre. L'air frais de l'automne à Saint-Paul. J'arrangeais une nouvelle exposition de photographie contemporaine quand Élise est entrée en courant avec quelque chose dans les mains. « Marguerite, tu ne vas pas y croire. » C'était l'édition de décembre de Femmes d'affaires, un magazine sérieux de ceux qu'on lit dans les bureaux d'entreprise et les universités. En couverture, parmi des titres sur des PDG et des directrices de sociétés technologiques, il y en avait un qui m'a arrêté le cœur. Marguerite Villeneuve, de veuve oubliée à entrepreneuse culturelle à 71 ans. Nous avons ouvert le magazine d'une main tremblante. Pages 34 à 38. 5 pages complètes. Des photos de la galerie. Une photo de moi souriante parmi les sculptures. Une interview qu'on m'avait faite 2 mois plus tôt et que je pensais ne jamais voir publiée. J'ai lu mes propres mots imprimés. À 67 ans, je me suis retrouvée complètement seule. J'aurais pu rester à me lamenter. J'ai choisi de créer. L'art m'a sauvée quand ma famille n'a pas pu ou n'a pas voulu. Je n'avais pas mentionné de nom, je n'avais pas parlé directement de l'abandon, mais qui lisait entre les lignes comprendrait. L'article parlait de la galerie, du succès commercial. Et là, dans l'avant-dernier paragraphe, la phrase qui allait tout changer, « Villeneuve envisage des offres pour vendre les racines provençales, actuellement évaluées à 900 000 €, pour se retirer et se consacrer à des projets personnels de philanthropie artistique. 900 000 €. En lettres noires, imprimées, publiques. « C'est vrai que tu penses vendre ?» demanda Élise, inquiète. « Il y a une galerie de Bordeaux intéressée. On en a parlé, rien de concret. » C'était vrai, mais ce n'était pas ma priorité. J'aimais travailler. Ça me gardait en vie. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce magazine serait distribué dans tout le pays, qu'il serait vendu dans toutes les librairies de France, que l'article serait partagé sur les réseaux sociaux, qu'il arriverait jusqu'au 16e arrondissement. Ce soir-là, j'étais dans mon petit appartement de Saint-Paul, celui que j'avais loué pour ne pas faire constamment l'aller-retour à Paris. Je préparais une tisane de tilleul. Il était 21h47. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Message WhatsApp. Je l'ai ouvert sans réfléchir. Belle maman, que de temps! Quelle fierté de te lire dans Femmes d'affaires. Antoine et moi voulons renouer. Dîner en famille demain, 20h. Notre nouvel appartement dans le 16e. Les enfants te réclament énormément. S'il te plaît, viens. C'est important de se parler. Je t'envoie l'adresse. Bisous, Céline. La tasse de tisane m'a échappé des mains. Le liquide brûlant s'est répandu sur mes pieds. Je ne l'ai pas senti. 4 ans. 1460 jours de silence absolu. Et maintenant, 12 heures après qu'un magazine avait mentionné 900 000 €, elle m'écrivait. Pas un mot sur les anniversaires ignorés. Les Noëls en solitaire. Les fêtes des mères où j'avais pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. Pas d'excuses. Pas d'explications. Juste, c'est important de se parler. Je me suis assise par terre, au milieu de la tisane renversée et des morceaux de tasse cassés. Et j'ai ri. Un rire amer qui venait d'un endroit sombre de la poitrine. Parce que j'avais compris avec une clarté brutale, je n'avais jamais cessé d'exister pour eux. Simplement, je n'avais pas été utile. Je n'avais pas eu de valeur monétaire. Mais maintenant qu'un magazine certifiait que je valais des centaines de milliers d'euros, soudain, je leur manquais. J'ai passé la nuit sans dormir, les yeux fixés au plafond, à calculer. Parce que 4 années de solitude m'avaient appris à réfléchir froidement. Je pouvais ignorer le message, bloquer le numéro. Continuer ma nouvelle vie. Je pouvais y aller et les confronter, leur crier toute la douleur accumulée. Ou je pouvais y aller et jouer le jeu qu'ils avaient commencé. Seulement, cette fois, je connaissais les règles mieux qu'eux. J'ai appelé Maître Duval à 7 heures du matin. « Benoît, j'ai besoin d'un grand service, et j'en ai besoin vite. Dis-moi. J'ai besoin que tu enquêtes sur mon fils et ma belle-fille. Tout. Mouvement bancaire des 4 dernières années, propriété, dette, investissement. Je veux savoir ce qu'ils ont fait des 600 000 € du terrain. » Silence à l'autre bout du fil. Puis, « Marguerite, tu es sûre ? Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose. Ce que je vais trouver va te faire mal. Plus rien ne peut me faire plus mal que d'avoir été effacé, Benoît. Maintenant, je veux juste la vérité. J'ai engagé un détective privé, Olivier Garnier,
Ancien de la police judiciaire. Sérieux, efficace, cher. Ça m'a coûté 6 000 € pour 2 semaines de travail. Et ce qu'il a trouvé m'a donné les armes dont j'avais besoin. Mais ça viendrait après. D'abord, je devais me rendre à ce dîner. Je devais m'asseoir à cette table. Je devais les regarder dans les yeux et les laisser parler. Parce que j'avais appris quelque chose de crucial en construisant mon petit empire à partir de rien. La patience est un pouvoir. Et ils étaient sur le point de découvrir que la petite vieille abandonnée qu'ils pensaient manipuler n'existait plus. À sa place, il y avait moi, Marguerite Villeneuve, entrepreneuse, survivante et prête à faire payer chaque larme qu'il m'avait fait verser. J'ai mis mes plus beaux vêtements. Pas de marque coûteuse, mais élégant. Pantalon noir en lin, chemisier couleur bordeaux, le collier en argent de chez un joaillier de Saint-Paul que je m'étais offert la première année de succès. Chaussures confortables mais jolies. Je me suis maquillée avec soin. Pas pour les impressionner, pour me sentir blindée. Et j'ai conduit de Saint-Paul à Paris. 3h30 à penser exactement à ce que je dirais, ce que je tairais, ce que je révélerais. Je suis arrivée dans le 16e. Avenue Foch, immeuble neuf, tour de luxe, gardien en uniforme. Quel appartement, madame? Attique B. Bien sûr, l'attique. L'ascenseur est monté. Mon cœur aussi. Et quand j'ai sonné, je me suis préparée pour le rôle le plus important de ma vie. La porte s'est ouverte. Céline était là, toujours aussi belle. 37 ans bien entretenue. Cheveux châtains avec des reflets dorés parfaits. Robe noire moulante qui criait l'argent. Ses boucles d'oreilles en diamant qui captèrent la lumière comme de petites étoiles artificielles. Marguerite, quel plaisir de te voir. Elle m'a serrée dans ses bras. Son parfum était cher. Chanel. Je reconnaissais la fragrance parce qu'une cliente de Londres le portait toujours. L'étreinte fut technique, sans chaleur, comme enlacer un mannequin de vitrine. Entre. Antoine finit de préparer la salade. Antoine qui cuisine. Mon fils qui avant ne savait même pas faire bouillir de l'eau. L'appartement était d'une élégance obscène. Sol en marbre italien. Immense baie vitrée avec vue sur la tour Eiffel. Meubles que je reconnaissais des magazines de décoration. Tableaux qui semblaient importants, mais étaient probablement des reproductions. Dans le salon, mes petits-enfants. Manon, 12 ans, grande, avec les cheveux de son père, me regardant avec une confusion évidente. Théo, 9 ans, caché derrière un iPad, sans lever les yeux. « Les enfants, saluez votre grand-mère », ordonna Céline de sa voix mielleuse. « Bonjour », dirent-ils à l'unisson. Automatiquement, sans émotion. Ça m'a fait plus mal que n'importe quelle insulte directe. Ils ne me connaissaient pas. J'étais une étrangère dans leur vie. 4 ans sont une éternité pour un enfant. Antoine est sorti de la cuisine. Mon fils, 42 ans maintenant. Plus gros qu'avant, moins de cheveux, de la fatigue dans les yeux. Maman. Il m'a serré dans ses bras. Cette étreinte avait quelque chose de différent. De la honte peut-être. Antoine, tu as l'air bien, tu as l'air différent. 4 ans, ça change les gens. Silence gêné. Bon, passons à table, dit Céline pour briser la tension. J'ai préparé quelque chose de spécial. La table était dressée comme pour un magazine. Nappe blanche immaculée, vaisselle en porcelaine à liseré doré, verres en cristal qui devaient coûter ce que je gagnais en 1 mois quand je faisais des ménages à 30 ans. Céline servit du vin rouge. Un château Margaux. J'ai vérifié ensuite. 350 € la bouteille. À la famille, trinqua Céline en levant son verre. Aux retrouvailles. Nous avons trinqué. J'ai bu. Le vin était excellent. Goût d'argent et de mensonges bien emballés. Le dîner commença. Fruits de mer, pain artisanal, tout coûteux, tout parfait. Nous avons parlé de futilité, le temps, les embouteillages de Paris. Manon raconta son nouveau collège. Établissement privé bilingue à Neuilly. 4 000 € de frais de scolarité par mois, minimum. Et ta galerie, Marguerite. Céline arriva finalement au sujet. Nous avons lu l'article. Incroyable. Nous n'aurions jamais imaginé que tu avais cette fibre d'entrepreneuse. Fibre d'entrepreneuse. Comme si ça avait été un caprice et non une survie. J'ai eu beaucoup de temps libre ces dernières années, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Quand on n'a pas de famille dont s'occuper, le travail comble le vide.
Antoine toussa. Céline sourit sans que le sourire atteigne ses yeux. Bon, parfois la distance est nécessaire pour grandir, dit-elle. Nous aussi, nous avons grandi. Regarde cet endroit. Antoine a obtenu une promotion importante, directeur régional de son entreprise. Maintenant, nous gagnons très bien notre vie. Mensonge. Je connaissais la vérité. Le détective l'avait confirmé. Antoine était toujours au même poste, même salaire médiocre de 9 000 € par an. Cet appartement, il ne le payait pas avec son salaire. Très bien, dis-je en reprenant du vin. Et comment avez-vous payé cet appartement? Il doit avoir coûté 1,5 million d'euros. Céline répondit vite, fière d'elle. Nous avons versé un apport de 600 000 €, le reste en crédit. 600 000 € d'apport, exactement le montant que valait le terrain de Provence. Quelle coïncidence, dis-je doucement. Le terrain de Pierre valait exactement cette somme. L'atmosphère changea, comme quand la température chute avant l'orage. Oui, bon, nous avons vendu le terrain il y a 3 ans, dit Antoine finalement. C'était un bon investissement d'acheter ici. Le 16e, c'est un quartier de premier ordre. Et dans quoi avez-vous investi les autres centaines de milliers? Demandai-je avec désinvolture. Comme qui demande l'heure. Céline et Antoine échangèrent un regard. Bon, nous avons eu des frais, dit-elle. L'éducation des enfants, l'entreprise de mon frère avait besoin de capital, quelques dettes. Quelles dettes, maman? Ce sont des choses compliquées. Antoine se mit sur la défensive. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails financiers. Mais moi, j'ai envie de les entendre, dis-je en posant ma fourchette. Parce que je suis curieuse. 600 000 €, c'est beaucoup d'argent. Céline cessa de sourire. Marguerite, tu n'es pas venue ici pour nous auditer. Nous sommes là pour renouer en famille. La famille. Le mot me sortit, tranchant. Maintenant, nous sommes une famille, après 4 ans de silence total. Maman, c'est du passé. Antoine tenta de me calmer. Le passé. C'est du passé pour toi, peut-être. Tu sais combien de Noël j'ai passé seule? Combien d'anniversaires de mes petits-enfants je n'ai pas vus? Manon me regardait maintenant avec attention, comme si elle se réveillait. Les enfants te réclamaient, mentit Céline avec ses dents parfaites. Mais toi, tu n'appelais jamais. Mensonge. Ma voix monta. Vous m'avez bloqué. Je suis venue chez vous 20 fois. Vous n'avez jamais ouvert. Maman, tu exagères. Antoine murmura. Les enfants sont là. Qu'ils entendent, alors, qu'ils sachent la vérité. Céline se leva. Je crois que tu devrais partir. C'était une erreur. Assieds-toi. Je parlais d'une voix qui n'admettait pas de discussion. Parce que si je pars maintenant, vous ne me reverrez jamais. Et crois-moi, maintenant, tu veux que je reste. Elle s'assit lentement. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi voudrions-nous que tu restes? Je souris. Ce sourire que j'avais répété devant le miroir. Parce que tu as lu le magazine, parce que tu sais que j'ai 900 000 € en jeu, et parce que tu es venu me demander de l'argent déguisé en retrouvailles familiales. Le silence fut total. Ce n'est pas, commença Antoine. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas vrai, Antoine. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que vous n'avez pas besoin d'argent. Mon fils ne put soutenir mon regard. Et là, dans ce silence plein de culpabilité, je sus que j'avais raison. Et que la véritable bataille ne faisait que commencer. Céline se ressaisit vite. Elle le faisait toujours. Comme ces poupées gonflables qui se relèvent toujours, peu importe combien tu les frappes. D'accord, dit-elle, les mains levées. Tu as raison. Oui, nous avons besoin d'argent. C'est un crime? Nous sommes une famille. La famille s'entraide. La famille. Je répétais ce mot qui me brûlait la bouche. Où était la famille quand j'ai fêté mes 70 ans? Où était-elle quand j'ai eu une pneumonie l'an dernier et que j'ai passé 3 jours à l'hôpital, seule? Antoine pâlit. Nous ne savions pas. Bien sûr que vous ne saviez pas. Parce que vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas appelé. Je n'ai existé pour vous que quand j'ai existé dans un magazine avec un chiffre à côté de mon nom. Manon regardait sa mère avec un air de confusion. « Maman, tu avais dit que mamie ne voulait pas nous voir. »« Manon, ma chérie, va dans ta chambre » ordonna Céline précipitamment. « Non, dis-je fermement. Manon, reste. Théo, toi aussi. Écoutez ceci. » Les enfants restèrent figés. Personne n'osait me contredire maintenant. Céline respira profondément. Changement de stratégie. « Écoute, Marguerite. Soyons adultes.
Il y a eu des malentendus, de la distance, mais le passé est le passé. Aujourd'hui, nous sommes là, voulant reconstruire. Et oui, c'est vrai, nous avons des problèmes financiers. Cet appartement nous étouffe. Le crédit, c'est 6 500 € par mois. L'école des enfants, 9 000 € entre les deux. Les charges fixes font 23 000 € mensuels. Antoine gagne 9 000 €. Fais le calcul. Et ton travail ? Demandai-je. J'ai arrêté de travailler quand Théo est né. Je me suis consacrée à la maison, aux enfants, au club de tennis, au salon de beauté, au déjeuner avec mes amis. Ses yeux se plissèrent. N'ose pas juger mes choix. Je ne juge pas, j'observe que vous avez dépensé 600 000 € en 3 ans, que vous vivez au-dessus de vos moyens, que maintenant vous avez besoin de moi. Antoine finit par parler. Maman, oui, nous avons besoin de toi, pas seulement d'argent, nous avons besoin de soutien, de conseils, d'aide pour sortir de ce gouffre. J'ai failli être émue. Presque. Et que proposes-tu ? Céline se pencha en avant. Les cartes sur la table. Écoute, soyons pratiques. Tu as 71 ans. Tu n'as pas d'autres enfants, pas d'autres petits-enfants. Tout ce que tu possèdes reviendra à Antoine, de toute façon. Alors pourquoi attendre ? Aide-nous maintenant que nous en avons besoin. Nous pourrions faire des investissements en copropriété, assurer l'avenir des enfants, assurer ta vieillesse avec nous qui prendrions soin de toi. Voilà le vrai plan. Vous voulez que je vous donne de l'argent maintenant ? Et en échange, quoi ? En échange, nous sommes à nouveau une famille, dit Céline. Les enfants retrouvent leur grand-mère. Tu retrouves ta famille. Tout le monde y gagne. Je regardais mes petits-enfants. Manon m'observait avec les yeux de pierre. Théo mâchait du pain sans bien comprendre ce qui se passait. « Combien vous faut-il » demandai-je. Céline sourit. Victoire anticipée. Avec 800 000 €, nous pourrions rembourser le crédit intégralement, investir dans quelque chose de stable. Les enfants auraient un fonds pour leurs études. 800 000 €, répétai-je, presque tout ce que vaut la galerie. Mais nous la mettrons à ton nom et à celui d'Antoine, légalement protégé. Ce serait un investissement familial, pas un cadeau. Et les 100 000 € restants pour toi, dit-elle magnanime, pour que tu vives confortablement, ou que tu investisses. Ou ce que tu veux. C'était brillant dans sa stupidité. Il croyait vraiment que j'allais avaler ça. Laissez-moi y réfléchir, dis-je calmement. Vraiment ? Antoine s'illumina. Mais avant, j'ai une question. Toutes celles que tu veux, maman. Qu'est-il advenu des 600 000 € du terrain de Provence ? La température chuta de nouveau. Nous te l'avons dit, répondit Céline pour Antoine. L'apport pour l'appartement, des frais, l'entreprise de Sébastien. L'entreprise de Sébastien a fait faillite. Silence. Parce que j'ai enquêté. J'ai engagé un détective privé, Olivier Garnier, très professionnel. Ça m'a coûté 6 000 €, mais chaque centime en valait la peine. Antoine devint blanc comme un linge. Il a trouvé des choses intéressantes, poursuivis-je en sortant des papiers de mon sac. Par exemple, que le terrain a été vendu 620 000 €. Correct. Mais qu'avant de le vendre, Céline et toi avez falsifié des documents faisant croire que Pierre avait des dettes auprès de prêteurs privés. Des dettes de 180 000 € qui devaient être remboursées d'urgence. Céline se leva. C'est un mensonge. Nous n'avons pas à écouter ça. Assieds-toi, ordonnai-je, ou je jure devant Dieu que j'appelle la police tout de suite. Elle se rassit. Ces prêteurs n'ont jamais existé, continuai-je. Les documents étaient faux. Mon avocat les a examinés. Des signatures de Pierre faites avec un logiciel. Des dates impossibles parce que Pierre était déjà mort quand il était censé avoir signé. Antoine se mit à pleurer. Des larmes silencieuses d'hommes pris au piège. Les 180 000 € sont allés directement sur un compte bancaire en Suisse au nom de Céline Mercier. J'ai aussi trouvé les virements. Manon, Théo, sortez. Céline tenta. Non, criai-je. Ils restent. Qu'ils sachent qui est leur mère. Les enfants étaient effrayés mais ne bougèrent pas. En plus, je sortis d'autres papiers. J'ai trouvé des échanges de courriels entre Céline et sa sœur Nathalie. Voulez-vous que j'en lise quelques-uns ? Céline était livide. Je lus. Nathalie, j'ai presque convaincu Antoine. L'imbécile croit tout ce que je lui dis. Une fois qu'on aura vendu le terrain, je me débarrasserai de la vieille. Elle a toujours été le problème. Antoine sans sa mère est facile à manipuler.
Antoine sanglotait ouvertement. Ou celui-ci, j'ai dit aux enfants que leur grand-mère était malade de la tête, qu'elle était dangereuse. Antoine a confirmé parce qu'il a peur que je le quitte. Il est si faible que c'en est risible. Manon regardait sa mère avec horreur. Alors, dis-je en rangeant les papiers, avant de me demander de l'argent, expliquez-moi où sont passés mes 600 000 euros. Parce que cet argent était l'héritage de mon mari. Et vous l'avez volé avec de faux documents. Le silence qui suivit était celui de la vérité impossible à nier. Et je ne faisais que commencer. Céline se ressaisit avec le désespoir d'un animal acculé. Ces documents sont faux. Ton détective a menti. Tu peux nous poursuivre en justice. Tu ne prouveras rien. Tu es sûr ? Je sortis mon téléphone. Parce qu'Olivier a aussi obtenu des enregistrements. Tu te souviens de la fête d'anniversaire de ta sœur il y a 2 ans ? Quelqu'un a laissé son téléphone enregistré par accident. Les hasards de la vie. J'appuyais sur lecture. La voix de Céline sortait clairement du haut-parleur. Évidemment que j'ai falsifié les documents. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Antoine n'aurait jamais vendu si je ne lui avais pas inventé ses dettes urgentes. Celui de Pierre, heureusement, est mort sans avoir tout mis en ordre. C'était facile d'ajouter quelques papiers. Rire d'une autre femme. Nathalie, probablement. Céline, dans l'enregistrement, continuait. Et la vieille idiote ne saura jamais. Elle est tellement déprimée qu'elle ne pose même pas de questions. Antoine a peur d'elle, alors il l'a complètement coupée. Parfait pour moi. Je m'y pose. Manon pleurait en silence. Théo la serrait dans ses bras sans comprendre complètement, mais sentant que quelque chose de terrible se brisait. Il y en a d'autres, dis-je sans émotion. Des conversations WhatsApp qu'Olivier a récupérées depuis des sauvegardes dans le cloud. Des virements bancaires. Des achats de luxe à Londres avec de l'argent censé être un investissement. Une Rolex à 15 000 euros. Des sacs Hermès. Un voyage en Grèce l'an dernier qui a coûté 27 000 euros. Chaque chiffre était une gifle. Mais le meilleur, continuai-je, c'est que j'ai trouvé les contrats de l'entreprise de Sébastien. Vous savez ce qu'Olivier a découvert ? Qu'il n'y a jamais eu d'entreprise d'import-export. Sébastien est chauffeur Uber. Il a toujours été chauffeur Uber. L'investissement de 200 000 euros qu'on lui aurait soi-disant donné n'a jamais existé. Cet argent, Céline l'a gardé sur son compte personnel. Caché de toi aussi, Antoine. Mon fils leva vers son épouse un visage ravagé. C'est vrai ? Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Où est cet argent, Céline ? Demanda Antoine d'une voix brisée. Il a été dépensé, répondit-elle sur la défensive. Maintenir ce train de vie coûte cher. Les apparences comptent. Tu n'as jamais compris. Tu as dépensé 200 000 euros en apparence, hurla Antoine. Je ne l'avais jamais entendu crier ainsi. Les enfants se recroquevillèrent. Pas seulement moi, c'était aussi pour toi, pour les enfants, pour tes costumes, tes voyages, tes amis du club de tennis, complétai-je. Olivier a le détail. 9 000 euros en soins esthétiques en 2 ans, 6 000 euros de vêtements par saison, 4 500 euros de restaurant par mois. Les chiffres tombaient comme des coups de marteau. Et pendant que tu dépensais mon héritage volé, je regardais Céline avec un mépris que je ne me connaissais pas. Moi, je mangeais des pâtes bon marché à Saint-Paul. J'économisais chaque centime pour construire la galerie. Je travaillais 12 heures par jour à 68 ans. Je me tournais vers Antoine. Et toi ? Toi, tu savais ? Peut-être pas les détails, mais tu savais que quelque chose clochait. Tu n'as jamais posé de questions. Tu n'as jamais eu de soupçons. Elle m'a dit que je lui faisais confiance, bégaya-t-il. Tu lui faisais confiance parce que c'était plus facile que de l'affronter. Parce que tu as toujours été faible, Antoine. Et c'est ma faute. Je t'ai élevé ainsi, en te surprotégeant. Ton père m'avait prévenu. Tu en fais un mollasson, Marguerite. Un jour, une femme le manipulera et il ne pourra pas se défendre. Antoine pleurait comme un petit garçon. Mon fils de 42 ans pleurant dans son appartement à 1,5 million d'euros achetés avec de l'argent volé. Manon prit soudain la parole. « Mamie, nous ne savions rien de tout ça. Je sais, ma chérie. Vous êtes des victimes aussi. On vous a menti. On vous a privé de votre grand-mère. On vous a appris à vivre dans le mensonge. » Théo demanda d'une petite voix. « Alors, tu voulais vraiment nous voir ?» Cette question me déchira. Chaque jour, mon amour. Chaque maudit jour. Céline tenta de reprendre le contrôle. « C'est ridicule. Tu vas nous dénoncer pour faux en écriture ?
Vas-y, ce sera ta parole contre la nôtre. Et Antoine est ton fils. Tu veux vraiment le voir en prison? Non, dis-je calmement. Je ne veux pas voir Antoine en prison. Elle sourit. Victoire prématurée. Je veux quelque chose de mieux, poursuivis-je. Je veux la justice, je veux la vérité, et je veux mes petits-enfants. Quoi? Céline se leva d'un bond. Je sais exactement quoi faire de toutes ces informations, dis-je en rangeant les papiers. Est-ce que je peux vous envoyer tous les deux en prison? Falsification de documents officiels, fraude, blanchiment d'argent? On parle de 6 à 12 ans de prison selon mon avocat. Maître Duval connaît des juges. Ça irait vite. Le silence était de pure panique. Ou je marquai une pause dramatique. Nous pouvons négocier. Que veux-tu? Demanda Céline, vaincue. Premièrement, le divorce, immédiat. Antoine et toi vous séparez. Il demande la garde partagée des enfants. Tu ne contestes pas. C'est... Je ne négocie pas, Céline. Je dicte les conditions. Je continue? Elle acquiesça, me haïssant du regard. Deuxièmement, cet appartement est vendu. L'argent de la vente va intégralement dans un fonds en fidéicommis pour l'éducation de Manon et Théo. C'est moi qui administre ce fonds. Vous ne touchez pas un centime. Et où habiterons-nous? Demanda Antoine. Toi, tu habiteras dans la maison de Montmartre. Avec moi, avec les enfants. Nous louerons ton ancien appartement jusqu'à ce que tu te stabilises financièrement. Et moi? Demanda Céline. Toi, tu vas où tu veux, mais loin de mes petits-enfants. Tu auras un droit de visite surveillé, 2 fois par mois, dans un lieu public, pas plus. Tu ne peux pas? Bien sûr que si, parce que j'ai des preuves que tu as menti aux enfants sur mon compte, que tu les as manipulés psychologiquement. N'importe quel juge aux affaires familiales me donnera raison. Surtout quand il verra que tu as volé l'héritage de leur grand-père. Céline me regardait avec une haine pure, mais elle était piégée. Troisièmement, continuai-je, tu paies la thérapie des enfants, une thérapie familiale pour Antoine, de ton propre argent, de ce qu'il te reste caché. Je n'ai rien. Tu as. Olivier a trouvé un autre compte, au Luxembourg cette fois, 30 000 € environ, de l'argent qu'Antoine ne connaissait pas non plus. Antoine regarda son épouse comme si c'était un monstre inconnu. Si tu acceptes ces conditions, dis-je, je ne porte pas plainte. Tu gardes ta liberté et un peu de dignité. Si tu n'acceptes pas, dès demain tout ceci est entre les mains du procureur. Que choisis-tu, Céline? La liberté avec l'humilité ou la prison avec l'orgueil? Céline me regarda avec des yeux de vipère venimeuse qui sait qu'on lui a coupé la tête mais tente encore de mordre. Tu me détruis la vie. Non, répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Je pose simplement des limites que j'aurais dû poser il y a des années. Toi, tu as détruit ta propre vie quand tu as décidé de voler, de mentir et de manipuler. Antoine, tu vas laisser faire ça? Cria-t-elle à mon fils. Tu vas laisser ta mère m'humilier comme ça? Antoine la regarda avec les yeux vides de quelqu'un qui émerge d'une anesthésie et découvre qu'on lui a amputé quelque chose de vital. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Céline? Que je défende tes vols, tes mensonges, le fait que tu aies dit à mes enfants que leur grand-mère était dangereuse? J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger notre famille. Tu as volé 600 000 €, hurla Antoine en se levant. Les enfants se recroquevillèrent. À mon père mort, à mon héritage. Et tu m'as menti pendant 3 ans. C'était la première fois en 4 ans que je voyais mon fils agir en homme. Tard, trop tard. Mais quelque chose. Céline changea de tactique. Les larmes apparurent, parfaites, comme si elle avait un robinet. Antoine, mon amour, oui, j'ai fait des erreurs, mais je l'ai fait pour nous donner la vie que nous méritions, pour donner le meilleur à nos enfants. Le meilleur serait d'avoir une mère honnête, dit soudain Manon. Nous nous sommes tous tournés vers elle. Ma petite fille de 12 ans, debout, tremblante, mais ferme. Le meilleur serait de ne pas vivre dans le mensonge. Le meilleur serait d'avoir connu ma grand-mère ces 4 années. Théo hocha la tête sans tout comprendre, mais sentant la gravité du moment. Céline tenta de s'approcher de Manon. « Ma fille, tu ne comprends pas les affaires d'adultes. Je comprends que tu as menti. » Manon recula. « Je comprends que tu as dit à mamie de nous faire quitter la pièce. Mais ensuite, tu nous as dit qu'elle ne voulait pas nous voir. Je m'en souviens, maman. J'avais 8 ans, mais je m'en souviens. » Le silence fut brutal. « Céline, dis-je en me levant, tu as jusqu'à demain 18 h pour décider.
Accepte mes conditions ou j'appelle Maître Duval et ça devient judiciaire. Voici mon nouveau numéro. Je lui tendis une carte de visite de la galerie. Un WhatsApp avec le mot « J'accepte » suffira. Et si je n'accepte pas, alors on se retrouve au tribunal. Et crois-moi, avec les preuves que j'ai, non seulement tu perdras tes enfants, tu perdras ta liberté. Je me dirigeais vers la porte. Manon me suivit. « Mamie, on peut venir avec toi ?» Mon cœur se serra. « Pas encore, mon amour, mais bientôt, très bientôt. » Théo s'approcha aussi et me serra fort dans ses bras avec cette force d'enfant qui retrouve quelque chose de perdu. « Tu m'as manqué, même si je ne me souvenais pas bien de toi. » Je pleurais alors, sans retenue. Je serrais mes petits-enfants dans cet appartement de luxe bâti sur des mensonges, et je sentis que quelque chose guérissait. Antoine s'approcha. « Maman, je suis désolée, pour tout. J'ai été un idiot, un lâche. »« Oui, tu l'as été, » dis-je sans adoucir. « Mais tu peux te racheter. Ça commence demain. Signe les papiers du divorce. Vends cet endroit. Redeviens l'homme que ton père aurait voulu que tu sois. » Je ne sais pas si je peux. Alors apprends. À 42 ans, il est encore temps. Je sortis de cet appartement sans un regard pour Céline. Elle était assise sur son canapé de designer, entourée de luxe factice, complètement seule. Je descendis en ascenseur. Je sortis dans la rue. L'air froid de novembre me frappa au visage et je respirais profondément pour la première fois depuis des heures. Je tremblais des mains. L'adrénaline retombait. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 4 ans. Le pouvoir. Pas le pouvoir de domination. Le pouvoir de celle qui connaît sa valeur. De celle qui n'accepte pas les miettes. De celle qui dit « ça suffit » et s'y tient. Le lendemain, à 15h47, le message arriva. « J'accepte, Céline. » 2 mots. Défaite complète. J'appelais immédiatement Maître Duval. « Benoît, lance tout. » En 2 semaines, les papiers du divorce étaient prêts. Antoine les signa sans broncher. Céline aussi, avec son propre avocat qui examina tout et l'avertit que se battre serait pire. L'appartement fut mis en vente. En 1 mois, nous avions un acheteur. Un couple de retraités suisses. 1 300 000 €. Le marché avait monté. Le 1,3 million fut versé directement à la Banque de France, dans un fonds en fidéicommis irrévocable au nom de Manon Girard et Théo Girard. Pour l'université, les études supérieures, la première voiture, le premier appartement. Moi, comme administratrice, jusqu'à leurs 25 ans. Antoine et les enfants emménagèrent à Montmartre avec moi. La maison qui avait été vide 4 ans avait soudain de la vie à nouveau. Des cartables dans l'entrée, des rires dans la cuisine, des disputes de frères et sœurs pour la télécommande. Je rénovais le premier étage. Les vieilles chambres se transformèrent en espace pour eux. Manon choisit du vert menthe pour ses murs. Théo voulut du bleu marine avec des étoiles fluorescentes au plafond. J'engageai la psychologue, le docteur Jeanne Lambert. 3 séances par semaine. Une individuelle pour chaque enfant. Une familiale le vendredi. Antoine allait aussi seul le mardi. Les premiers mois furent difficiles. Manon faisait des cauchemars. Théo piquait des colères sans raison. Antoine marchait dans la maison comme un zombie en deuil. Mais lentement, très lentement, quelque chose guérissait. Un après-midi, Manon me trouva dans la cuisine préparant du café. « Mamie, tu m'apprends à faire ta tarte aux pommes ?» Cet après-midi-là, nous avons fait la tarte ensemble. Elle m'a parlé de sa nouvelle école, plus simple mais meilleure. Elle m'a parlé d'une fille qu'elle n'aimait pas mais qui en fait lui plaisait bien. Des secrets d'adolescente qu'une grand-mère garde comme des trésors. Théo commença à m'appeler chaque soir avant de dormir. « Mamie, tu me parles de grand-père Pierre ?» Et je lui racontais. Quand Pierre avait construit une horrible cabane dans l'arbre qui s'était effondrée 1 semaine après. Quand il avait essayé de m'apprendre à conduire et qu'on avait failli avoir 3 accidents. Comment j'étais tombée amoureuse de lui au lycée et ne m'étais jamais désamoureuse. Antoine trouva un nouveau travail. Moins payé que ce qu'inventait Céline, mais honnête. Responsable d'entrepôt dans une entreprise de logistique. 11 000 € par an. Suffisant pour payer sa part des charges à la maison. Un samedi, je le trouvais dans le jardin taillant les glycines. « Ton père les a plantées quand tu es né, lui dis-je. Il disait qu'elles grandiraient avec toi. » Il craqua. Pleura comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance.
Je le pris dans mes bras. Je ne dis pas « je te pardonne », parce que le pardon est un processus, pas un événement. Mais je le tins pendant qu'il pleurait. Et ça, c'était quelque chose. Céline respecta l'accord. Elle voyait les enfants 2 samedis par mois dans un café de Saint-Germain. 2 heures surveillées par une assistante sociale. Les enfants y allaient par obligation les premiers mois. Puis Manon commença à annuler. « Je ne veux pas y aller, mamie. Ça me fait du mal. » Je ne la forçais pas. Théo continuait d'y aller. Plus par pitié que par amour, je crois. Céline tenta de me recontacter une fois. Message WhatsApp. « Marguerite, je sais que tu me détestes, mais nous pourrions parler entre femmes. » Je bloquais le numéro sans répondre. Il n'y a pas de conversation possible avec quelqu'un qui t'a volé 4 ans de vie. La galerie continuait de prospérer. Élise gérait le quotidien. Maintenant, je voyageais moins. Je préférais être à Montmartre avec mes petits-enfants. Mais je restais propriétaire. Je continuais de prendre les décisions. Une offre arriva de Lyon. 120 000 € pour la galerie. Je refusais. « Ce n'est pas pour l'argent », expliquai-je à Élise. « C'est parce qu'elle est à moi. Parce que je l'ai construite quand tous pensaient que j'étais finie. En plus, sourit-elle, tu dois montrer à tes petits-enfants que les femmes bâtissent des empires. » Exactement. 1 an après ce terrible dîner dans le 16e, Manon gagna un concours de peinture pour jeunes. Son œuvre « Racines brisées » montrait un arbre dont la moitié des racines étaient recoupées, mais avec une nouvelle vie qui poussait. L'exposition eut lieu dans ma galerie. Des artistes professionnels, des critiques, des touristes. Et ma petite fille de 13 ans expliquant sa pièce avec une assurance qui me rappela moi-même. Cette peinture parle des familles qui se brisent mais aussi se reconstruisent, dit Manon. Elle parle de ma grand-mère qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Tout le monde applaudit. Je pleurais, évidemment. Élise me passa des mouchoirs. Antoine était là, dans un coin, observant. Nos regards se croisèrent. Il hocha la tête. Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était une reconnaissance. Du respect. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Théo endormit sur la banquette arrière. Manon demanda « Mamie, tu pardonneras un jour complètement à papa ?» Je réfléchis longuement. Le pardon n'est pas noir ou blanc, Manon. C'est gris. C'est un processus. Ton père essaie. Ça compte. Et maman? Ta mère? Je ne sais pas. Il y a des choses qui brisent de quelque chose à l'intérieur qui ne se réparent pas. Mais je ne vis pas dans la haine. Je vis avec des limites. C'est différent. Manon hocha la tête comme si elle comprenait plus qu'elle ne le devrait à son âge. Et conduisant dans les rues de la ville, mes petits-enfants près de moi, ma vie reconstruite, je pensais, ça, c'est la victoire. Pas parfaite, mais réelle. 18 mois passèrent depuis cette soirée dans le 16e. La vie trouva son nouveau rythme. Pas parfait. Les cicatrices restent, mais fonctionnelles. Presque beau dans son imperfection. Antoine devint un père présent. Pas le père idéal, mais un qui essaie. Il emmenait Théo au foot le samedi matin. Il aidait Manon en maths, bien qu'il ait toujours été nul en calcul. Il cuisinait le jeudi. Mal, mais il cuisinait. Un soir, préparant le café après le dîner, il me dit « Maman, je ne pourrai jamais te rendre ces 4 années. » « Non, répondis-je, tu ne peux pas. Un jour tu cesseras de me regarder comme si... » « Comme si quoi ? Comme si j'avais tué quelque chose entre nous. » Je posai la tasse sur la table. « Antoine, tu as tué la confiance aveugle. L'idée que le sang pardonne tout. Mais nous construisons quelque chose de nouveau. Plus honnête, moins idéal, mais plus réel. » Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « C'est suffisant ? Ça devra l'être. » Ce n'était pas le moment hollywoodien que les gens attendent, mais c'était la vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, vaut mieux que de jolis mensonges. Manon s'épanouit. Elle entra au lycée Henri IV. Public, excellent, gratuit. Sans les amis superficiels de son ancien collège. Elle se fit de nouvelles amies. Des filles avec des projets, des rêves, de la profondeur. Un après-midi, elle en amena 3 à la maison. Elles préparèrent des crêpes, parlèrent féminisme, art, politique. J'écoutais depuis le salon en faisant semblant de lire. « Ma grand-mère est une femme d'affaires », entendis-je Manon dire fièrement. « Elle a une galerie à Saint-Paul-de-Vence. Elle a commencé à 68 ans. »
Ses amis, impressionnés, posèrent des questions. Manon racontait mon histoire, éditée, sans les morceaux les plus douloureux, mais l'essentiel était là. Ce soir-là, elle me serra dans ses bras avant de dormir. Merci de m'avoir appris que les femmes n'ont pas besoin qu'on les sauve. Qui t'a appris ça? Toi, chaque jour. Théo restait le plus marqué. Il n'avait que 5 ans quand il m'avait effacé. Ses souvenirs étaient les confus. La thérapie aidait, mais ça allait lentement. Il faisait des cauchemars où Céline me faisait partir et je ne revenais pas. Il se réveillait en hurlant. Je courais dans sa chambre, le serrais dans mes bras. Je suis là, je ne pars pas. Tu promets? Je promets. Un samedi, il me demanda de faire un album photo. Nous avons fouillé dans de vieilles boîtes, des photos de quand il était bébé, de quand Manon est née, de Pierre, de la famille que nous avions été. « Raconte-moi d'avant », demandait-il en montrant les photos. Et je racontais. « Ça, c'est quand tu avais 2 ans et que tu es tombé du toboggan. Ton grand-père était plus effrayé que toi. Ça, c'est ton premier Noël. Pierre s'était déguisé en Père Noël. C'était horrible. » Reconstruire la mémoire est un travail artisanal. Lent, minutieux, mais nécessaire. La galerie connut sa meilleure année. 300 000 € de vente. Nous avons ouvert un second emplacement à Nice. Élise le gérait. J'étais maintenant plus investisseuse que travailleuse, mais j'allais encore 1 semaine par mois à Saint-Paul. Les enfants venaient parfois. Manon aidait à la galerie. Théo courait dans les ruelles pavées. Nous avons exposé une artiste bretonne incroyable. Yvonne Le Goff, 63 ans. Elle peignait les violences contre les femmes, mais aussi les résistances. Son œuvre Debout montrait des femmes âgées se soutenant mutuellement. Un musée de Marseille l'acheta. 9 000 €. Yvonne pleura. C'est plus d'argent que j'en ai jamais vu. Je lui remis son chèque. « Vous l'avez gagné, votre art le vaut. »« Comment avez-vous su ?» me demanda-t-elle. « Comment avez-vous su commencer si tard et réussir ? Parce que la douleur soit t'enterre, soit te fertilise. » J'ai choisi de pousser. Céline disparut progressivement du récit. Elle cessa de venir aux visites surveillées. D'abord, elle en manqua une, puis une autre, puis elle arrêta de confirmer. Manon ne posa pas de questions. Théo, si. Maman ne nous aime plus? Maman t'aime à sa façon, mais parfois les adultes ne savent pas bien aimer. Toi, tu sais bien nous aimer. J'essaie, chaque jour. J'appris par Élise, qui a des contacts partout, que Céline avait déménagé à Monaco. Elle travaillait dans le spa d'un hôtel de luxe. Elle s'était remariée avec un touriste américain de 60 ans. L'argent, évidemment. Je m'en fichais. Comme quand tu fermes un mauvais livre. Tu le poses et tu oublies. Pierre aurait eu 78 ans. J'emmenais les enfants au cimetière. C'était la première fois qu'ils y allaient depuis qu'ils avaient de vrais souvenirs. « C'est votre grand-père », dis-je devant la tombe. L'homme le plus bon que j'ai connu. Nous avons nettoyé la pierre tombale. Ils ont déposé des fleurs. Théo demanda « Il est fâché contre nous de l'avoir oublié ?» Les morts ne se fâchent pas, mon amour. Ils veulent juste que les vivants soient heureux. Antoine était là. Il pleurait en silence. « Papa, je suis désolée. Désolée de ne pas avoir été l'homme que tu voulais. » Je lui posai la main sur l'épaule. « Tu peux encore l'être. Chaque jour, tu choisis. » Le moment qui marqua la véritable clôture arriva de façon inattendue. C'était dimanche. Nous faisions un barbecue dans le jardin. Antoine gérait le grill terriblement. Manon riait de lui. Théo jouait avec le chien que nous avions adopté. Cannelle, une bâtarde trouvée dans la rue qui était restée. On sonna. J'ouvris. C'était Élise avec des nouvelles. Marguerite, une offre sérieuse est arrivée. Une chaîne internationale de galeries. Ils veulent acheter les Racines provençales. 1 600 000 €. Ils gardent le nom et les employés. Toi comme consultante. 160 000 € par an pendant 5 ans juste pour conseiller. Je m'assis dans le salon. Élise, inquiète. Ça va? Je digère l'information. 1,6 million plus 160 000 par an. La sécurité pour toujours, un héritage pour les petits-enfants, la liberté totale. Qu'est-ce que tu veux faire? Demanda Élise. Je regardais le jardin. Antoine qui brûlait la viande. Manon qui prenait des photos avec son téléphone. Théo qui riait en courant après le chien. Je veux y réfléchir. Donne-moi 1 semaine. Ce soir-là, après que tout le monde fut couché,
Je m'assis dans le salon avec un café et la pleine lune qui filtrait par la fenêtre. Je pensais à tout le chemin parcouru. Depuis ce mars terrible jusqu'à ce moment. Je pensais à la Marguerite d'il y a 4 ans, brisée, pleurant en pyjama, attendant un appel qui ne viendrait jamais. Je pensais à la Marguerite qui était sortie de cette obscurité, qui avait appris Instagram, qui avait nettoyé un atelier plein de poussière, qui avait construit quelque chose à partir de rien. Je pensais à mes petits-enfants retrouvés, à Antoine qui essayait de se racheter, à la famille imparfaite mais réelle. Et je connus la réponse. J'appelais Élise. J'accepte. Vends la galerie. Tu es sûr? Complètement. Je n'ai plus rien à prouver, ni à moi, ni à personne. La vente se conclut en mars. Exactement 4 ans après qu'il m'avait effacé. Le 1,6 million arriva. Je le répartis ainsi. 500 000 € au fond de Manon et Théo. Leur éducation était plus qu'assurée, même pour une université à l'étranger s'ils le voulaient. 160 000 € pour Antoine, à condition qu'il termine sa thérapie, conserve un travail stable pendant 2 ans et ne prête jamais un centime à Céline. 160 000 € pour la fondation que j'avais créée, Femmes debout, pour soutenir les entrepreneuses de plus de 60 ans qui lancent leur activité. Bourse, formation, microcrédit sans intérêt, 250 000 € investis pour générer des revenus. Ma retraite. 530 000 € mis de côté pour les urgences, pour la vie, pour ce qui viendrait. Le jour où j'ai signé la vente, je suis rentrée à la maison. Antoine avait préparé le dîner, une lasagne. Horrible, brûlée sur les bords, mais faite avec effort. « On fête ça, dit-il, nerveux. Nous avons dîné tous les 4. Cannelle sous la table, attendant les restes. Manon leva son verre d'eau. Je lève mon verre à la mamie la plus formidable de France. Manon, le langage, gronda Antoine sans conviction. Mais c'est vrai, défendit Théo. Je ris, je pleurais. Je serrais mes petits-enfants dans mes bras. Et à ce moment, dans cette cuisine avec une lasagne brûlée et un chien qui quémandait et une famille imparfaite, je pensais, ça, c'est la justice. Pas celle qu'on voit dans les films, pas une vengeance spectaculaire avec la méchante complètement détruite, mais celle qui est réelle, celle qui te fait dormir en paix, celle où tu récupères ce qui compte, où tu apprends qui tu es sans avoir besoin de la validation de ceux qui t'ont rejeté. Céline m'a pris 4 ans. J'ai bâti un empire pendant ce temps. Elle vit à Monaco avec un vieux Américain. Moi, je vis avec mes petits-enfants et ma dignité retrouvée. Qui a vraiment gagné? Épilogue. 1 an plus tard. Manon fêta ses 15 ans. Elle ne voulut pas de grande fête. Elle voulut un dîner intime à la galerie de Saint-Paul. Nous avons invité 15 personnes, ses amis du lycée, Élise et l'équipe, Madame Germaine, la céramiste qui m'avait appris que la douleur est de l'argile, Maître Duval, qui avait tout géré juridiquement, le docteur Lambert, qui nous avait guidés en thérapie, et Antoine, bien sûr. Manon fit un bref discours. Il y a 2 ans, je ne savais pas vraiment qui était ma grand-mère. On m'avait volé ça. Aujourd'hui, je sais que c'est la femme la plus forte que je connaisse. Et je veux être comme elle quand je serai grande. Quelqu'un qui se relève, qui construit, qui n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite. Tout le monde applaudit. Je pleurais, évidemment. Après, pendant qu'on coupait le gâteau, Théo me tira par la manche. « Mamie, tu m'emmènes à l'atelier de grand-père Pierre ?»« Quel atelier, mon amour ?»« Celui qu'il avait à Montmartre. Papa m'a dit que grand-père était menuisier. Ce n'était pas vraiment un atelier. C'était un cabanon dans le jardin. Mais oui, Pierre y gardait ses outils. Je l'y emmenais. Nous avons ouvert la porte rouillée. Ça sentait le vieux bois et le temps. Les outils étaient toujours là. Scie, marteau, clous rouillés, plans sur papier jauni de projets jamais terminés. Théo touche à tout avec la révérence d'un archéologue. « Je peux apprendre la menuiserie ? Pourquoi tu veux ? Parce que je veux faire quelque chose de mes mains. Comme grand-père. Comme toi avec la galerie. » Je le serrai dans mes bras. « Bien sûr que tu peux. Je te trouve un maître menuisier. » Ce soir-là, de retour à Montmartre, je m'assis dans le jardin. Les glycines que Pierre avait plantées étaient immenses. Elles couvraient la moitié du mur. Antoine sortit avec 2 tasses de café. Il s'assit à côté de moi sans demander la permission. Nous avons bu le café en silence pendant 5 minutes. « Maman, dit-il finalement,
Je ne pourrai jamais te rendre ce que je t'ai pris. Non. Un jour, tu cesseras de... De quoi, Antoine? De me regarder comme un fils qui t'a déçu. Je posai la tasse. Je le regardai droit dans les yeux. Je te vois comme un fils qui a commis une erreur terrible. Qui a fait très mal. Mais qui essaie de réparer. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est quelque chose. C'est suffisant? Tu me poses la question tous les mois. Parce que j'ai besoin de savoir. Alors je te réponds différemment cette fois. Oui, Antoine. C'est suffisant. Pas parfait, mais suffisant. Il pleura encore. Mon fils de 43 ans pleurant dans le jardin. Je le pris dans mes bras. Cette fois différemment. Sans réserve. Sans ce mur invisible. Je te pardonne, dis-je. Et en le disant, je sentis que c'était vrai. Pas un pardon qui oublie. Un pardon qui reconnaît la blessure, mais choisit de ne pas la vivre chaque jour. 2 mois plus tard, je reçus une lettre inattendue. De Céline, écrite à la main depuis Monaco. Marguerite, je n'attends pas de réponse. J'ai juste besoin d'écrire ceci.